Merci à toi, Brigitte, de m'avoir invité et merci aussi d'avoir organisé ce colloque très riche et très sympathique et très intéressant. Merci aussi à l'Institut universitaire de France, dont j'ai profité entre 2007 et 2012. L'IUF est vraiment une bonne idée, je pense que vous êtes assez nombreux à le penser. Pour une fois, c'est une vraie bonne idée, pas une fausse bonne idée. On en a de temps en temps dans ce pays et il faut le saluer. Je dois dire aussi que je suis un petit peu ému de me retrouver dans un amphi d'un bâtiment de mathématiques. Comme le disait Brigitte à l'instant, je viens des mathématiques et quand je me retrouve dans un lieu où se pratiquent les mathématiques, j'ai l'impression de revenir au fond à ma terre d'origine que j'ai quittée depuis si longtemps que j'en ai presque oublié le langage. Et quelque chose me fait chaud au cœur de me retrouver en un lieu mathématique. Et en plus, ça m'amuse de me retrouver exactement 24 heures plus tard après Nicole El-Karoui, parce qu'il se trouve qu'on était tous les deux à Orsay à la fin des années 60 et qu'on a connu on a bien de connaissances communes et d'épisodes communs. Mais elle est restée une mathématicienne, une vraie mathématicienne, une grande mathématicienne, et moi j'ai malheureusement trahi la cause. Alors, dans le programme, il est dit, et c'est juste que je m'occupe notamment d'application des sciences cognitives, mais en fait, dans cet exposé-ci, je vais plutôt agir en tant que philosophe des sciences appliquées, plutôt que cogniticien ou cognitiviste appliqué. Mais il se trouve qu'il y a plein de très intéressantes communications, aussi bien certaines de celles que j'ai écoutées hier que celles d'aujourd'hui, où justement ce côté sciences cognitives appliquées, comment est-ce que les sciences cognitives appliquées comment les sciences cognitives peuvent nous aider à faire face à des problèmes que vous connaissez tous et que je vais traiter à ma manière, comment elles nous aident à éclairer le problème et éventuellement à trouver des solutions. Donc moi je vais prendre plutôt un point de vue de philosophe des sciences, mais c'est pas un exposé pour philosophe des sciences, c'est un exposé qui utilise la philosophie des sciences pour essayer de parler un petit peu de ces questions de doute, raison et valeur face à l'incertitude. Le titre est trop large, je m'intéresse à un problème qui est maintenant bien identifié, qui est celui de deux doutes, le doute du scientifique devant l'incertain et le doute du non-scientifique devant ce que disent les scientifiques. Ce doute extra-scientifique, c'est le contexte familier de ce qu'on appelle aujourd'hui le denialisme en anglais. Alors j'ai cherché une traduction de denialisme en français. Alors on me propose négationnisme, mais négationnisme, c'est la connotation est vraiment trop du côté Shoah, génocide des Arméniens, des choses comme ça, alors que on est dans un négationnisme, disons, moins terrible et pourtant très préoccupant, comme nous le savons tous. Donc j'ai décidé, juste pour les besoins de cette conférence, mais je suis ouvert aux suggestions, d'introduire un nouveau mot en français. Pour denialisme, j'y arrive pas, à faire quelque chose d'un petit peu, plausible sur le plan linguistique. Alors, en revanche, je vous propose de parler des dénieurs. Un denialist, quelqu'un qui dénie systématiquement dans un certain contexte que vous connaissez bien, je vais l'appeler un dénieur. Et le dénieur, il dit aux scientifiques, au fond, vous le savez bien, vous n'êtes pas certain, n'est-ce pas, vous scientifiques, vous l'admettez, et ben moi non plus, et une incertitude en vaut l'autre, et donc je préfère la mienne à la vôtre, et donc je choisis de ne pas vous croire. Alors, je vais parler du dénieur de bonne foi. Beaucoup de dénieurs ne sont pas de bonne foi. Il y a des dénieurs qui sont vraiment des têtes de mule. Les gens qui disent non à tout. Par exemple, j'ai appris qu'en Suisse, en ce moment, il y a un gros problème sur de nouveau le Covid. Et il y a toute une section de la Suisse allemande qui est composée de Neinsager, c'est-à-dire des gens qui disent non à tout. Alors, on les laisse de côté. On laisse de côté les manipulateurs, les conspirationnistes, enfin, tous ces gens-là. On laisse aussi de côté ce qu'on appelle l'agnotologie, à laquelle je me suis aussi un peu intéressé, les semeurs de doute à des fins intéressées, qui savent très bien ce qu'ils font. Donc, ceux-là, on les laisse de côté, on se concentre sur le dénieur de bonne foi. Donc, la maman qui veut pas, malgré tout, faire vacciner sa fille contre le papillomavirus, le PPM, j'oublie, ou contre la rubéole, ou contre la poliomyélite, ou contre, pourquoi pas, le Covid.
Alors, l'arme du daigneur, c'est le doute justifié par l'incertitude de la science elle-même, hein, je viens de le dire. Et malgré la bonne foi que je vous propose d'accepter ici, on éprouve un malaise. Hein. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une sorte de sophisme fondamental, un glissement sémantique qui est, en l'occurrence, catastrophique. On se dit que l'incertitude à laquelle font appel les daigneurs pour justifier leurs doutes n'est pas de même nature que l'incertitude qu'ils attribuent aux faits scientifiques dont ils doutent. Leur doute, sommes-nous tentés de le dire, et nous le disons tout le temps, est irrationnel. Il est infondé par opposition au doute rationnel, qui est le doute sain des scientifiques, leur scepticisme organisé, selon l'expression de Merton, qui fait partie de l'éthos de la science et que nous, scientifiques, savons canaliser. Alors évidemment, on peut simplement s'arracher les cheveux quand on a la chance d'en avoir conservé quelques-uns, ou bien on peut dire comme Schiller devant la bêtise, les dieux mêmes sont impuissants, mais c'est pas une attitude scientifique, c'est pas une attitude constructive, et il faut aller un petit peu au-delà. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, mais ça n'aura rien de très original, ça va rejoindre certainement des réflexions que vous avez tous l'occasion de faire, notamment à cause du Covid. Donc l'idée, c'est que il faut rendre compte à la fois des daigneurs, du phénomène du denialisme, de la négation, et puis notre réaction. Pourquoi nous réagissons nous, c'est qui nous, c'est en gros la classe instruite. Encore que, je ne prononcerai pas le nom, mais j'ai entendu tout récemment le cas d'un professeur en médecine, ancien chef de service, émérite, qui vient d'une grande famille comportant des philosophes et des scientifiques de très haut niveau, et qui refuse de se faire vacciner. Il n'est pas question de se faire vacciner, c'est de la blague, tout ça c'est des bêtises, et qui se soigne ou qui prétend se soigner avec je ne sais quelle poudre de perlimpinpin. Donc même la classe dite instruite, apparemment, n'est pas entièrement du côté de ce qu'on aurait envie d'appeler la rationalité. Alors, attendez, maintenant il y a deux outils, voilà. Donc ça c'était mon introduction, et voici mon plan. Donc, en trois parties, très simple. D'abord, je vais vous donner une sorte de théorie courante, une théorie passe-partout facile, que vous allez tout de suite reconnaître, pour rendre compte de tout ça. Je vais dire ensuite, ça ce sera un peu le cœur de mon exposé, que cette théorie courante a quand même des défauts, et je vais un peu m'attarder sur certains de ces défauts, et je pense que là, ça pourra donner lieu éventuellement à une discussion ou des désaccords entre nous. Et puis, à la lumière de ces défauts, je vais essayer de vous proposer une théorie rectifiée qui ne fera finalement que essentiellement résumer ce que j'aurais essayé d'établir dans la deuxième partie. Alors, la théorie courante. La théorie courante, elle nous dit d'abord, je vais aller très vite là-dessus parce que c'est tellement familier, que l'autorité de la science est bien fondée. Elle est fondée d'abord sur l'existence d'une méthode scientifique. On insiste presque toujours sur le fait qu'il y a la méthode scientifique. Elle se plie à la rationalité. Elle ne laisse rien d'autre que la rationalité guider sa démarche. Et notamment, elle érige une barrière étanche contre les valeurs. Les valeurs n'ont pas à intervenir dans son travail. La science doit être, comme disait Weber, wertfrei, c'est-à-dire libre de valeur. Alors en réalité, Weber avait une conception beaucoup plus nuancée de la chose, mais on dit couramment que Weber est celui qui défend la séparation des faits et des valeurs. Elle est axiologiquement neutre, si vous voulez. Alors, deuxième partie de la théorie courante, c'est que la science produit des propositions qui ne sont pas certaines, au sens le plus littéral du terme, mais qu'on peut considérer comme certaines, qui sont moralement certaines, c'est-à-dire sur lesquelles on peut se fonder pour guider son action, du fait que ces propositions ont une probabilité très élevée. Donc, quand quelque chose est affirmé à 99,99% de chance d'être vrai, on peut considérer qu'il est vrai, sauf peut-être dans certains cas.
Quant au doute, bien sûr, il existe dans les sciences, et c'est même ce qui nous fait tous travailler, n'est-ce pas? C'est le doute que nous avons à l'égard de l'incertitude à laquelle nous faisons face. Mais ce doute n'a de place qu'au moment de la recherche, de l'interrogation. C'est bien parce qu'on a des doutes qu'on s'interroge. Mais une fois qu'on a rendu nos conclusions, en quelque sorte, le doute n'a plus sa place dans les sciences. Je ne dis pas que c'est vrai, hein, je dis que c'est, disons, la théorie courante, cette théorie courante qui n'est peut-être défendue par personne. Alors évidemment, il y a le fait que la science a des défaillances, qu'elle a des revirements et qu'elle exprime des désaccords. Alors pour ce qui est des revirements, ça vient simplement du fait que de nouvelles informations arrivent et donc il est assez normal de réviser ces croyances en la présence de nouvelles informations. Pour ce qui est, disons, des défaillances diverses et variées, elles sont dues à la faillibilité humaine. Les scientifiques sont des hommes comme les autres, des hommes et des femmes comme les autres, et donc de temps en temps, ils pêchent un petit peu, ils trafiquent peut-être un petit peu leurs données, ils concluent prématurément, ils exagèrent la portée ou la nouveauté de leurs résultats, et ainsi de suite, mais après tout, c'est des faiblesses humaines. Il peut aussi y avoir des faiblesses qui sont dues à une mauvaise organisation de la science, parce que la science est aussi une institution humaine avec ses défauts, mais finalement, tout ça est éliminé graduellement, comme des impuretés. La science parvient à éliminer ces scories. Elle rectifie d'elle-même, donc c'est aussi bien ses défaillances, qu'elle arrive à aussi, troisième point, surmonter ces désaccords. La science vise toujours au consensus. Donc ça, c'est une idée assez forte. Donc, il y a eu des discussions assez récentes sur la question de savoir si la science est toujours orientée vers le consensus, si tant qu'elle n'a pas atteint le consensus, elle est en quelque sorte en état de suspension ou d'insuffisance. Donc l'idée générale, qui est largement partagée, c'est que la science vive le consensus, et une fois que le consensus est établi, eh bien ces désaccords ont donc disparu. Ce sont des états transitoires de la science qui se fait. Alors, les dénieurs ne comprennent pas comment fonctionne la science, ils sont dans une méconnaissance complète par rapport à la science et par rapport à cette théorie simplifiée de son fonctionnement. Ils sont donc incapables de distinguer entre le doute raisonnable de la science et leurs propres doutes qui sont, eux, déraisonnables. Alors pourquoi les dénieurs doutent-ils? Il y a quand même un motif, un moteur. Ils ne doutent pas pour le plaisir de douter. Ceux-là qui doutent pour le plaisir de douter, on les a laissés de côté. On pense à des dénieurs de bonne foi, donc des gens qui pensent avoir de bonnes raisons de douter. Alors, ils doutent d'abord, première remarque, ils doutent doublement. Ils doutent d'abord de la fiabilité de la science en général, et ça, nous considérons, le camp rationnel, ou le camp rationaliste considère que c'est irrationnel. C'est irrationnel de douter de la science, alors qu'on a tant de preuves de toutes sortes que la science est généralement fiable. C'est une entreprise manifestement rationnelle, la raison est une, et les résultats sont là. Alors, quant à douter, donc deuxième forme du doute, non pas de la science en général, mais de tel ou tel de ses résultats, là aussi, c'est tout à fait irrationnel, puisque un résultat posé par la science, considéré comme provisoirement définitif, a une très haute probabilité, et il est irrationnel de rejeter un résultat qui est dont la vérité ou dont la probabilité a été établie comme très, très, très proche de 1. Alors, en réalité, il faudrait, ça, quand j'aurai le temps, je réviserai un petit peu mon exposé en introduisant plus tôt que je ne l'ai fait, la distinction entre un doute un doute doux et un doute fort. Un doute doux, c'est celui de quelqu'un qui dit, bon, la science affirme qu'on peut avaler des OGM sans que ça porte atteinte à votre santé. Au fond, je ne sais pas. Donc je doute, c'est un doute doux. Mais
malheureusement, les dénieurs sont en général expriment un doute fort, c'est-à-dire qu'ils disent c'est faux. Non, non, manger des OGM, ça, c'est nuisible à la santé. Donc, non seulement je ne suis pas simplement agnostique, j'accuse la science d'essayer de me convaincre de quelque chose qui est franchement faux. Alors, les dénieurs, donc, comme on imagine toujours qu'ils sont de bonne foi, ont des raisons. Mais ces raisons, nous jugeons qu'elles sont mauvaises. Elles sont dictées dans notre explication un peu simple, soit par une irrationalité cognitive fondamentale. Donc c'est évidemment la problématique que vous connaissez bien des biais. On a des biais de sélection, de représentativité, etc., qui nous détournent en quelque sorte d'une saisie saine de la rationalité. Ou alors, autre gros problème, c'est la contamination par les valeurs. Donc le dénieur est quelqu'un qui n'accepte pas un fait qui ne s'accorde pas à ses valeurs. Si on lui présente un fait scientifique qui ne s'accorde pas à ses valeurs, eh bien, il le rejette. Et ça, nous considérons que c'est irrationnel. Alors, quel traitement appliquer si on a cette idée, cette conception générale de la situation de problème? Quel traitement appliquer aux dénieurs? Alors, le premier traitement est un traitement en quelque sorte général de leur capacité rationnelle. Il faut les mettre en garde contre les biais par différentes façons, en les avertissant qu'on est tous sujets à des biais et que donc il faut se méfier. Il faut développer donc le critical thinking, la façon critique de considérer les choses. Et puis, ce serait aussi une bonne idée de leur donner des rudiments de la démarche probabiliste, leur dire ce qu'est un calcul d'utilité. Deuxièmement, il faudrait élever ce que j'appelle leur littératie. Alors, comme vous savez, c'est passé en français, littératie. C'est un néologisme, mais il est accepté maintenant, parce que pour scientific literacy et d'autres formes de literacy, digital literacy, etc., on n'avait pas vraiment de terme en français, donc on s'est résigné au mot littératie. Leur littératie scientifique, c'est-à-dire évidemment, en partie, donc il y a toute une littérature sur la littératie scientifique, c'est évidemment connaître un minimum de résultats scientifiques extrêmement généraux, mais c'est surtout, et ça c'est important, leur expliquer comment fonctionne la science, pourquoi, ce qu'est son doute raisonnable, qu'une théorie, c'est pas comme la théorie qu'on a au sens ordinaire, c'est autre chose, enfin leur dire un petit peu comment fonctionne la science et comment elle arrive à obtenir des résultats fiables. Et puis leur inculquer l'abstinence axiologique, laissez vos valeurs de côté, ils vous empêchent de saisir la réalité. Alors quels sont les défauts de cette théorie? Comme toujours, j'ai oublié de déclencher mon chrono. J'ai parlé combien de temps déjà? 20 minutes. J'ai parlé 20 minutes? Non. C'est pas vrai. Bon, alors je vais vraiment accélérer. Ok. Alors, le défaut numéro 1, et ça c'est le point sur lequel vous allez peut-être contester, je dis qu'il est essentiel de distinguer, c'est pas une idée originale du tout, mais je trouve qu'il faut la remettre en avant. Il faut distinguer deux moments de la raison, le moment rationnel, ou le moment de la rationalité, et le moment du raisonnable. Alors, évidemment, comme personne n'est maître du vocabulaire, très souvent on parle de rationnel ou de rationalité comme essentiellement synonyme de raison ou connecté à la raison, et donc la rationalité comprend ces deux moments dans cette acception-là, dans cet usage-là de rationalité. Mais dans l'usage que je vous propose, et que je ne suis pas le seul à vous proposer, je veux distinguer au sein de la raison deux moments ou deux instances, celle de la rationalité proprement dite, ou au sens étroit, et celle du raisonnable. Alors, il y a plusieurs façons de distinguer. Celle à laquelle je me rallie, c'est que le rationnel implique un calcul sur les raisons. C'est le genre de choses qu'on fait, par exemple, en ayant un calcul des probabilités, une logique déductive, une logique inductive. Donc on part d'un certain nombre de données qui sont souvent des données empiriques, affectées éventuellement
d'une certaine probabilité, et à partir de ça, on travaille par le calcul des probabilités, par d'autres moyens, on parvient à un certain nombre de conclusions. Donc, ça, c'est le premier moment. Mais le deuxième moment est celui du raisonnable. C'est le moment où on se demande si le cadre qu'on a adopté pour conduire ce calcul rationnel, si ce cadre est véritablement adapté. Par exemple, est-ce qu'on a la bonne ontologie? Est-ce qu'on a pris les bons concepts de base? Est-ce qu'on a mené le calcul avec la rigueur nécessaire? Est-ce qu'on a eu raison de prendre au sérieux un certain nombre de données ou d'arguments et de laisser de côté les autres, de les considérer comme négligeables? Donc il y a toutes ces questions que vous vous posez, je veux dire, c'est évident, hein, c'est évident, je ne fais que le thématiser, mais quand vous travaillez, vous tous et toutes, en tant que scientifiques, vous êtes constamment en train de passer d'un moment à l'autre. Vous faites votre calcul rationnel, et puis ensuite vous prenez un pas en arrière, ou vous discutez avec les collègues, vous lisez un autre papier, vous dites « Ah, mais il s'est pas du tout pris de la même manière, j'aurais pu prendre les choses autrement ». Donc il y a ce moment où on donne notre assentiment. Et il peut même y avoir, in fine, le moment où on n'a pas vraiment trouvé de défaut dans le calcul rationnel, mais quelque chose dans la conclusion nous paraît inacceptable. Et à ce moment-là, nous suspendons notre jugement en espérant que des recherches futures ou un collègue plus malin que vous montrera pourquoi, en effet, ce calcul rationnel mené avec toutes les garanties a conduit à une conclusion qui ne nous met pas à l'aise. Elle paraît ne pas coller avec ce que nous savons, notre expérience du champ, et ainsi de suite. Alors, ce que Otto Neurath, j'ai pas le temps de vous dire ou vous rappeler qui était Otto Neurath, qui a à tort une mauvaise réputation, c'est un homme beaucoup plus nuancé, intelligent et génial, en fait, qu'on le dit souvent, appelé l'hyper ou le pseudo-rationalisme, justement l'erreur qui consiste à rabattre toute la raison sur l'instance de la rationalité, de penser que la rationalité est entièrement, si vous voulez, pour le dire rapidement, calculatoire. Et la conception hyper-rationaliste de la science consiste à dire que la science est entièrement une question de rationalité, qu'il n'y a pas donc l'intervention de cette deuxième instance, et que, notamment, la science fournit donc des propositions quasi certaines. Alors, le problème, n'est-ce pas, c'est que cette conception hyper-rationaliste, en particulier de la science, a des défauts graves, des défauts que je considère comme dirimants. D'abord, elle a des défauts rhétoriques, c'est-à-dire, si vous présentez la science comme arrivant à coup sûr à une proposition très probable, et qu'il faut donc accepter, sauf si on est fou ou irrationnel. Bon, supposez que cette proposition se révèle fausse. Vous donnez là des verges pour vous faire battre. Votre opposant, le dénieur, va dire, attendez, vous me disiez que c'était absolument sûr de certain, que ça avait été obtenu selon les meilleures méthodes disponibles, et puis paf, il se trouve que c'est faux. Donc là, c'est vraiment pas une bonne idée sur le plan, disons, rhétorique ou argumentatif. Mais il y a aussi des défauts théoriques majeurs. Je n'en mentionne qu'un puisque je suis en side note de nouveau. C'est le problème de la régression. Comment est-ce que vous savez qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il faut procéder dans votre calcul rationnel de cette façon-là? Il faut que vous ayez une règle qui vous dit, oui, quand on a ce genre de situation, il faut à ce moment-là appliquer telle ou telle règle, déductive ou inductive, ou procéder à tel ou tel calcul. Mais alors, cette méta-rationalité doit être elle-même fondée sur des méta-règles, et donc il y a un problème de régression. Alors évidemment, beaucoup de philosophes des sciences et de scientifiques pensent trouver une réponse, mais cette réponse n'est nullement indiscutable. En tout cas, quelle que soit l'issue de ce débat, cette controverse sur la façon dont on peut ou non surmonter le problème de la régression des règles, il y a le fait qu'en pratique,
un scientifique en situation, dans une situation donnée, ne dispose pas, tout simplement, il faut regarder simplement descriptivement comment ça se passe, ne dispose pas de règles qui lui permettent de dire à coup sûr, c'est comme ça qu'il faut procéder et pas autrement. Alors, on peut croiser donc les deux propriétés. Hein, on peut essayer de voir si on peut être rationnel sans être raisonnable, raisonnable sans être rationnel, etc. Ça fait un tableau logique à quatre cases, dont une est impossible. Il est impossible d'être irrationnel et raisonnable. Je vous laisse éventuellement comme exercice de le montrer, mais regardons un petit peu pour revenir donc à notre dénieur. Je dirais que est irrationnel l'agent qui, ayant accepté un cadre de décision, ne conforme pas sa décision épistémique, croyance ou pragmatique, action, à ce que dicte le calcul dans ce cadre-là. Alors ça, c'est irrationnel. C'est un peu l'équivalent du célèbre dicton latin Video meliora proboque sed deteriora sequor, je vois le meilleur et je suis le pire. Hein. Donc c'est l'équivalent en quelque sorte sur le plan épistémique. Et déraisonnable, l'agent qui ou bien refuse le cadre décisionnel qu'il jugerait adéquat à la lumière de sa compréhension globale de la situation, s'il voulait bien la considérer comme il le devrait en tant qu'être de raison, ou bien qui accepte ce cadre, mais qui refuse la conclusion que dicte ce cadre. Il est donc à la fois déraisonnable et irrationnel. Et inversement, est raisonnable un agent qui évidemment à la fois accepte le cadre et la conclusion, hein, parce qu'il a suivi le calcul rationnel, il est donc à la fois raisonnable et rationnel, mais aussi un agent qui, pour de bonnes raisons, refuse ou met en cause le cadre décisionnel disponible. Alors, on pourrait dire que ma raisonnabilité est le vieux mystère de l'intuition, de la pensée holiste ou des choses comme ça. Alors, je me place pas sur ce plan. Je pense que la raisonnabilité, excusez-moi, le terme n'existe pas en français, il existe en anglais, mais il n'existe pas en français. La raisonnabilité est une affaire, en fait, d'expertise. On est raisonnable, on apprend à être raisonnable dans un domaine quelconque, notamment le domaine scientifique, mais dans d'autres domaines, tout simplement en ayant beaucoup travaillé, eu beaucoup d'expérience, ayant beaucoup réfléchi et écouté les critiques des autres, et on accumule comme ça une forme de sagesse, si vous voulez, ou tout simplement d'expertise. Donc je pense que la raisonnabilité n'est pas quelque chose de mystérieux. Il est probablement vrai qu'un certain nombre de personnes sont, disons, plus aptes à devenir raisonnables dans un domaine particulier, par exemple dans le domaine des sciences, que d'autres. Il y a peut-être une question en quelque sorte, de disposition cognitive fondamentale, mais fondamentalement, il s'agit essentiellement d'expérience et de jugement. Alors, en situation de risque, la rationalité est suffisante, parce qu'on dispose de probabilités, et on peut ensuite procéder au calcul, à différentes formes de calcul, de logique inductive, de règles bayésiennes, de tout ce que vous voudrez, qui nous permettent d'aboutir à une conclusion en probabilité. Mais en revanche, elle est insuffisante en situation, que je dis knightienne, puisque j'ai vu que dans son préambule, Brigitte faisait allusion au célèbre article de Knight de 1921, qui est le premier dans lequel on distingue le risque qui est probabilisable de quelque chose qui ne l'est pas, une connaissance si profondément incomplète qu'on ne peut même pas la probabiliser. Alors il doit être assez évident que la situation est de type knightien ou profonde, aussi bien pour le scientifique que pour le profane. Pour les scientifiques, parce que par définition, ils s'attaquent à des problèmes ouverts dans lesquels on dispose de très très peu d'indices. Hein, la part de notre ignorance l'emporte largement, mais ça c'est déjà le probabiliser. La part de notre ignorance excède largement la part de notre connaissance, et pour le profane qui n'a évidemment aucun moyen direct d'accès qui ne peut pas évaluer les propositions qu'il veut rejeter. Alors, il y a une objection, mais le temps m'étant compté, je vais la passer très rapidement. Il y a une objection à ce que je viens de dire, qui est l'induction pessimiste. L'induction qui dit
dit, alors, du côté de la philosophie des sciences, c'est le raisonnement suivant, toutes les théories passées se sont révélées fausses. Toutes. Il y en a qui sont actuelles, ils ne sont pas encore révélées fausses, mais si on applique l'induction, ben, le track record, en quelque sorte, de la science nous a toujours conduit à des théories fausses, et donc les théories que nous considérons, que nous acceptons aujourd'hui, seront probablement, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 500 ans, se révéleront fausses. Alors, il y a tout un débat là-dessus. Disons que, finalement, personne ne prend tout à fait au sérieux cet argument, ce qui a pourtant donné lieu à des discussions très nombreuses depuis qu'il a été proposé par Larry Lodan, il y a maintenant, je pense, 30 ou 40 ans, ou peut-être même 50 ans. De toute façon, en tout état de cause, ça ne s'applique qu'aux théories de très haut niveau. La température de fusion de plomb n'a aucune chance d'être modifiée par je ne sais quelle découverte dans 500 ans ou 1000 ans. Il en est de même non seulement de ces faits élémentaires, mais de toutes les mésothéories à des niveaux intermédiaires qui ont très peu de chances qui n'ont même aucune chance d'être un jour révisées. Quant au profane, évidemment, il a du grain à moudre, il va regarder toutes sortes de choses sur lesquelles on s'est trompé, ou sur lesquelles on s'est revenu, en disant, bah voyez, vous n'arrêtez pas de vous tromper, donc vous vous trompez toujours. C'est ça l'induction pessimiste. Et il faut remarquer d'abord que ces questions controversées ou sur lesquelles les scientifiques et les médecins n'arrêtent pas de changer d'avis, par exemple le bébé tourné sur le ventre ou sur le dos, on a connu je ne sais pas combien d'alternances de ces prescriptions, ce sont effectivement des prescriptions ou des maximes qui sont assez loin de la science, il faut dire, hein. Bon, c'est pas très scientifique, ou des choses extrêmement controversées comme l'électrosensibilité, l'homéopathie, l'aspirine contre le paracétamol et des choses comme ça. Mais cependant, il y a une méfiance légitime. Donc ça, c'est important, ça va faire partie de notre théorie révisée, hein, le fait que effectivement le dénieur a des raisons, c'est légitime de douter parfois de ce que nous dit la science et la médecine. Alors, en tout cas, cette discussion que j'ai dû un petit peu écourter nous amène à la conclusion que l'induction pessimiste est finalement infondée. Alors, il n'en demeure pas moins que la science erre, parfois sans s'en douter, elle se plante, et parfois en s'en doutant. C'est-à-dire, ce sont des situations d'ailleurs assez courantes dans lesquelles le scientifique produit une théorie qui est la moins mauvaise possible, mais dont il sent très bien que c'est pas la bonne théorie. Donc, il la prend comme résultat intermédiaire, sans vraiment y croire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la science maintient un doute permanent, et qu'elle finit, probablement en tout cas, par rectifier. On peut imaginer un univers fictif dans lequel, en réalité, toute la science humaine se révélerait fausse. Mais ça, on a peu de chance de tomber d'entrer en contact avec cet univers. Alors, conclusion partielle du défaut numéro 1, les suivants sont beaucoup plus rapides à traiter. Bon, la science est raisonnable et rationnelle, et c'est pourquoi rejeter ces propositions est déraisonnable. Deuxième défaut, le manichéisme. C'est-à-dire la tendance à dire, c'est eux et nous, eux c'est les fous, c'est les cinglés, c'est les irrationnels, et nous c'est la raison. C'est une mauvaise idée pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que ça va pas nous aider à résoudre le problème si on présente ça comme une lutte de la raison contre la déraison, et actuellement il y a un peu dans les médias et ailleurs un peu cette tendance de dire oulala, il faut absolument que les remparts, que la raison résiste aux forces de la déraison, comme Rome ou Isido, qui est d'ailleurs une vision complètement fausse de l'histoire romaine, si je comprends bien, mais surtout c'est descriptivement faux, donc c'est pas une bonne idée sur le plan de l'avenir de l'humanité, mais surtout c'est descriptivement faux. Les deux camps sont pas unis. Il y a toutes sortes de façons de dénier, de rejeter certains et pas d'autres, certaines données scientifiques, pas d'autres. Certains peuvent rejeter la science en général, mais accepter la plupart de ces faits, ou inversement accepter la science
dans son principe et rejeter tel ou tel de ses faits. Bref, il est important de voir qu'il y a en face de nous, que d'abord nous sommes éventuellement divisés, et qu'en face de nous, nous avons affaire à un ensemble extrêmement hétérogène de refus ou de mise en cause. Et il est vraiment important de se dire que les dénieurs de bonne foi, en général, ne doutent pas de tout. Ils doutent de telle ou telle chose particulière, ils peuvent avoir des raisons particulières de douter de ces choses particulières. Alors le défaut numéro 3, c'est toujours cette histoire des valeurs. Alors je vous rappelle que dans la théorie simplifiée que je veux critiquer, la science doit être verte free, sans valeur, et il y a un accord assez général depuis une cinquantaine d'années, je dirais, sûrement avant aussi, mais il y a une sorte de consensus maintenant chez les philosophes des sciences notamment pour dire que les valeurs sont inséparables des sciences. J'ai mis donc d'abord le livre de Weber d'abord, et quand on lit ce livre, on s'aperçoit qu'il ne pense pas du tout que les sciences, les valeurs soient totalement dissociables des sciences, mais il y a toute une série de livres qui déclinent ce thème. Alors là, je suis probablement très près de la fin, donc je vais très rapidement simplement donner mais très très rapidement quelques exemples. Déjà, les valeurs interviennent au moment où vous choisissez votre sujet de thèse, et où si vous êtes responsable, par exemple, de la gouvernance scientifique dans votre pays, dans votre ville, dans votre région, à l'échelle de l'Europe ou quoi, vous faites des choix qui sont tout à fait liés aux valeurs. Les valeurs interviennent quand vous choisissez une certaine approche, que vous autorisez telle ou telle approche, que vous considérez que telle ou telle approche est meilleure que d'autres, pas seulement sur le plan de son efficacité épistémique, mais aussi sur le plan des valeurs qu'elle va servir. Vous avez le cas probablement le plus manifeste, c'est justement en situation d'incertitude. Vous allez accepter de proclamer un résultat incertain, quitte à avouer qu'il est incertain, mais que c'est votre meilleur, c'est votre dernier mot en quelque sorte, selon l'évaluation que vous faites du danger que présenterait le fait que, éventuellement, ce que vous avez affirmé est faux. Donc, s'il s'agit d'une, je sais pas, j'invente n'importe quoi, d'une conjecture sur la 10 puissance 10 puissance 10 décimale de pi, si vous vous trompez, c'est pas forcément très grave. Et si dans un autre contexte, une erreur conduirait par exemple à la mort ou un dommage que vous considérez en raison de vos valeurs, justement, qui sont des valeurs extra-épistémiques, que vous considérez comme inacceptables, alors vous ne pouvez pas prendre le risque d'affirmer, même en l'assortissant d'une frange de probabilité ou d'incertitude, vous n'allez pas mettre sur la table, dans le débat public, quelque chose dont vous pensez qu'il ferait, s'il était faux, courir des risques inacceptables. Alors, les valeurs jouent aussi donc il y a pour le dire rapidement, il y a des usages légitimes et des usages illégitimes des valeurs dans les sciences. Bien sûr, si les valeurs interviennent pour vous dicter la conclusion à laquelle vous souhaitez arriver, évidemment, c'est un usage illégitime des valeurs, et Dieu sait qu'il y a dans l'histoire des sciences de nombreux exemples de situations de ce genre. Alors, de la même manière, du côté des dénieurs, il y a une utilisation légitime de leurs valeurs et une utilisation illégitime qu'il faut essayer de bannir, de condamner. Par exemple, la situation caractéristique, c'est que le dénieur place une sorte d'interdiction à l'entrée, avant même de prendre en considération un fait. Si ce fait, à ses yeux, vient en contradiction avec certaines de ses valeurs, convictions religieuses, convictions politiques, appartenance à une sous-communauté, etc., pour dire « je ne le considère même pas, je ne vous écoute même pas, parce que si c'était vrai, ça entrerait en conflit avec ces valeurs que je considère comme intangibles ou sacrées », alors ça, c'est un usage illégitime des valeurs.
Alors, le défaut numéro 4 de la théorie courante, c'est que ça fait très longtemps que cette théorie, disons, court les rues, si vous voulez, et nous suggère donc les prescriptions dont j'avais parlé à la fin de ma première partie. Ces prescriptions n'ont pas vraiment fonctionné. Hein. Je veux dire, il y a eu tout un travail sur les biais, il y a tout un travail sur le critical thinking à différentes échelles, à l'école, à l'université, etc. Il y a une éducation scientifique, y compris très avancée, bon, en France, mais aussi beaucoup au Royaume-Uni, dans les pays nordiques, etc. Il y a un travail sur les probabilités et les utilités, notamment dans les pays où la culture économique est beaucoup plus répandue que chez nous. Et on a aussi travaillé sur l'abstinence axiologique et les résultats sont là. Je veux dire, le Covid nous montre que ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Bon, c'est pas une preuve absolue. Hein. Il se peut que la prescription était bonne, mais que pour différentes raisons, ça n'a pas marché ou pas encore marché. Alors, ma théorie rectifiée, ce sera très rapide. Je vais lire mes slides parce que je suis à court de temps. Un portrait d'abord plus fidèle de la science. Un portrait plus fidèle de la science inclut de manière vraiment essentielle, je ne regarde pas avoir beaucoup de temps de développer ici, que la raisonnabilité tant individuelle que collective, c'est ce qui confère à la science son autorité et surtout sa résilience. La résilience de la science, c'est-à-dire sa capacité de surmonter ses crises, ses divergences, ses dissensus, ses démentis, etc., est une propriété fondamentale. Je pense que c'est la plus fondamentale, après évidemment la propriété d'être truth tracking, c'est-à-dire d'être capable de suivre la vérité à la trace en quelque sorte. Donc cette résilience s'explique par la raisonnabilité individuelle et collective et pas seulement par une rationalité inflexible et parfaite. La science est donc un ensemble de savoir-faire experts, ça c'est une notion qui est pas du tout répandue et c'est dommage, je crois que nous scientifiques, je pense qu'en gros c'est ce que nous pensons, enfin vous me direz si vous êtes d'accord, en revanche à l'extérieur de la science, c'est pas du tout compris. Hein. Et évidemment les valeurs interviennent dans la science. Les ressorts du doute chez les dénieurs, il y a un doute global qui est à la fois irrationnel et déraisonnable. Et fondé en particulier sur une faute de rationalité qui est justement le biais qui consiste à ne retenir de la science que ses défaillances ou ses revirements en faisant complètement abstraction de l'immense masse de ses succès et de ses affirmations non démenties, utiles, nous ayant conduit sur la Lune, ayant conduit les téléphones portables à être dans nos poches, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est complètement irrationnel, et c'est aussi déraisonnable, parce que si le dénieur voulait bien ouvrir les yeux, il verrait qu'il y a tout un ensemble d'arguments convergents pour dire que la science n'est pas une conspiration du capitalisme ou du judaïsme mondial, que c'est une entreprise qui s'entoure de toutes sortes de garanties, etc. Donc il est déraisonnable de rejeter l'autorité de la science en faisant tout simplement abstraction de ces arguments. Et le doute à l'égard des résultats particuliers, dans certains cas il est déraisonnable, mais il ne l'est pas toujours. Donc un traitement plus complet, il consisterait dans le traitement classique. Le traitement classique n'est pas complètement à l'ouest, n'est-ce pas? Moi-même, quand je parlais de ces choses-là il y a quelques années, c'est au fond ce à quoi j'étais abouti, ça n'avait rien de très original. Donc je ne dis pas qu'il doit être nécessairement mis au placard, mais il devrait, selon moi, être complété. Pour ce qui est du doute global, pour guérir en quelque sorte, essayer de guérir le dénieur de bonne foi, n'est-ce pas, de son doute global à l'égard de la science, de travailler avec lui sur des études de cas. Les études de cas, passer en cours pour lui montrer un peu comment ça fonctionne sur un cas particulier, une controverse, etc. Et éventuellement, quand c'est possible, de le faire participer lui-même à la recherche. Donc ça, c'est hier, quelqu'un parlait de science participative. Je crois que c'est une excellente thérapie pour ce doute général vis-à-vis de la science.
Et pour les doutes particuliers, il n'y a rien de mieux, je crois, ou rien d'autre en fait qu'une patiente reprise des arguments spécifiques et une prise en compte des valeurs du daigneur. Si vous arrivez frontalement en disant au daigneur laisse tes valeurs au placard, elles ne valent rien ou je n'y adhère pas, ensuite vous devenez inaudible. Si au contraire vous entrez dans une certaine mesure, pour rester fidèle à vous-même, vous comprenez, vous montrez, vous indiquez que vous comprenez le poids qu'accorde le daigneur à telle ou telle valeur, alors vous entrez dans un dialogue qui peut aboutir. Alors ça a l'air d'être des affirmations gratuites, mais c'est fondé sur une étude, non pas que j'ai menée moi-même, mais sur une étude de la très riche littérature qui existe maintenant, depuis au moins une dizaine d'années, sur ces questions-là, quelle attitude adopter face aux daigneurs. Et je vous recommande en particulier les travaux de Lewandowski, pour ceux qui ne les connaissent pas, qui est un chercheur australien qui est vraiment le grand spécialiste de cette question-là. Il en a probablement d'autres, je ne connais pas toute la littérature, mais enfin il y a une très belle littérature sur ces questions, et pour ceux que ça intéresse, je vous recommande fortement de vous y référer. Alors, ce que j'ai présenté, c'est évidemment une perspective tout à fait partielle sur la question. Le problème est hyper complexe, il fait intervenir des dimensions extraordinairement nombreuses, qui relèvent de la politique, qui relèvent de l'économie, qui relèvent des mathématiques, des systèmes désordonnés, enfin de toutes sortes de choses. On est vraiment dans un système hyper complexe, on est vraiment vis-à-vis de la question que j'ai abordée, donc d'un point de vue très partiel de philosophe des sciences, dans une incertitude profonde. Je vous remercie.